Ils étaient entraînés à voir les prisonniers non pas comme des hommes, mais comme des cibles d'entraînement. Des cibles d'entraînement vivantes, respirantes et hurlantes. Nous parlons de milliers de soldats japonais qui ont été systématiquement conditionnés pour assassiner des captifs désarmés à l'arme blanche, non pas dans le feu de l'action, mais comme une cérémonie de remise de diplôme, comme un rite de passage, comme un divertissement à l'heure du déjeuner. Une pratique si répandue, si institutionnalisée, qu'elle est devenue partie intégrante du programme d'entraînement standard de l'armée impériale japonaise. Si horrifiante que les vétérans qui y ont participé n'ont pas pu en parler pendant 50 ans après, et beaucoup ont emporté le secret dans leur tombe. Nous allons vous montrer comment cela s'est produit, ce qui a transformé des jeunes fermiers ordinaires du Japon rural en hommes capables de poignarder à mort des prisonniers ligotés, et pourquoi la machinerie psychologique derrière tout cela était tout aussi monstrueuse que les meurtres eux-mêmes. Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. La baïonnette japonaise n'était pas seulement une arme, c'était une philosophie. Une tradition vieille de 400 ans que l'armée impériale allait militariser pour en faire l'un des programmes de cruauté les plus systématiques de l'histoire militaire moderne. La baïonnette japonaise, connue sous le nom de type Tranjuken, était plus longue que presque toutes les autres baïonnettes militaires au monde, et plus de 38 cm d'acier froid fixé sur un fusil Arisaka, qui figurait déjà parmi les fusils de service les plus longs de la Seconde Guerre mondiale. Une fois fixée, la longueur combinée dépassait 167 cm, soit plus que la taille de nombreux soldats qui la portaient. Ce n'était pas un hasard de conception, c'était délibéré. La doctrine militaire japonaise, s'appuyant sur les traditions samouraïs et le culte de l'arme blanche, estimait qu'un soldat capable de s'approcher de l'ennemi et de le tuer avec de l'acier prouvait sa supériorité spirituelle. La balle était pour les lâches, la baïonnette était pour les guerriers. Des généraux ayant étudié en France et en Allemagne avant la guerre sont revenus au Japon convaincus que la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 avait prouvé la suprématie de l'esprit sur la puissance de feu. Ils ont vu l'infanterie japonaise, chargeant baïonnettes au canon, briser des lignes russes qui auraient dû tenir. Ils en ont conclu, à tort et de façon catastrophique, que le Yamato Damashi, l'esprit combatif japonais, pouvait surmonter n'importe quel désavantage technologique. Dans les années 1930, cette philosophie s'était durcie en doctrine, et cette doctrine exigeait des soldats prêts à utiliser la baïonnette sans hésitation, sans merci, sans le moindre frémissement de sentiment humain. En 1937, lorsque la guerre totale a éclaté en Chine, l'armée impériale japonaise a été confrontée à un problème que ses commandants n'avaient pas anticipé. Les jeunes hommes qui affluaient dans les rangs n'étaient pas des tueurs nés. C'étaient des riziculteurs de Tohoku, des fils de pêcheurs de Kyushu, des écoliers d'Osaka qui n'avaient jamais fait de mal à rien de plus gros qu'un grillon. L'entraînement militaire conventionnel pouvait leur apprendre à marcher, à tirer, à obéir, mais il ne pouvait pas leur apprendre à enfoncer 38 cm d'acier dans le corps d'un autre être humain. Pas à la vitesse et à l'échelle dont l'armée avait besoin. Le haut commandement avait besoin d'une solution, et ce qu'ils ont conçu était quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. L'utilisation systématique d'êtres humains vivants comme matériel d'entraînement à la baïonnette. Il ne s'agissait pas d'un crime de guerre commis dans le chaos de la bataille par des troupes indisciplinées. C'était une politique, un programme, une condition pour l'obtention du diplôme. Les premiers programmes d'entraînement à la baïonnette organisés utilisant des prisonniers vivants ont commencé sérieusement pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. Des soldats chinois capturés, des guerrilleros présumés et parfois de simples civils raflés lors de raids étaient amenés dans des zones d'entraînement derrière les lignes. Ils étaient attachés à des poteaux en bois. Parfois, leurs mains étaient liées derrière leur dos. Parfois, ils avaient les yeux bandés. Parfois, non, et les recrues devaient se les regarder dans les yeux pendant qu'elles les tuaient. Les vétérans qui ont confessé plus tard ont décrit la scène avec une cohérence glaçante. Les prisonniers étaient alignés, souvent par 6 ou 8 à la fois. Les officiers faisaient un cours aux recrues rassemblés sur la technique de baïonnette appropriée. L'angle de l'estocade, la torsion de la lame pour assurer une blessure mortelle, le retrait qui empêchait le corps de retenir l'acier. Ensuite, un par un, les recrues recevaient l'ordre d'avancer pour accomplir ce qu'on appelait par euphémisme le test de courage. Le refus n'était pas une option. Nous expliquerons ce qui arrivait à ceux qui tentèrent de refuser, et la réponse révèle à quel point le système était conçu mécaniquement pour briser la résistance humaine.
La recrue qui hésitait était battue. Pas métaphoriquement, physiquement battue par son sergent, souvent devant le prisonnier qu'elle n'avait pas réussi à tuer. Elle recevait des gifles, des coups de poing, des coups portés avec le plat du sabre d'un officier. Elle se faisait hurler dessus, traitée de lâche. On lui disait qu'elle avait déshonoré ses ancêtres et son empereur. Puis, on lui ordonnait de s'avancer à nouveau. La pression était écrasante car elle opérait sur plusieurs niveaux simultanément. Il y avait la violence physique immédiate des supérieurs. Il y avait l'humiliation sociale devant les camarades. Il y avait le poids culturel de l'échec à exécuter un ordre, dans une société où la conformité au groupe était primordiale. Et il y avait une pression plus subtile que les vétérans n'ont décrite que des décennies plus tard, la certitude que tous les autres allaient le faire. Si vous ne le faisiez pas, vous seriez le seul. Vous seriez marqué. Votre carrière, la réputation de votre famille, peut-être votre vie, serait détruite. Alors la recrue poussait la baïonnette en avant. Et une fois qu'elle l'avait fait une fois, le système la tenait. Elle ne pouvait plus revendiquer de supériorité morale sur les hommes qui l'entouraient. Elle était l'un des leurs désormais, liée par une atrocité partagée à une unité que l'armée pouvait envoyer n'importe où, avec l'ordre de faire n'importe quoi. La technique elle-même était enseignée avec une précision écœurante. Les manuels de baïonnettes japonais, de véritables documents publiés par l'armée impériale, précisaient que l'estocade devait pénétrer sous les côtes et s'orienter vers le haut, perçant le diaphragme et atteignant le cœur ou les vaisseaux majeurs. Une seconde technique visait la gorge, sectionnant simultanément les voies respiratoires et l'artère carotide. Et la lame devait être tournée de 90 degrés avant le retrait, garantissant que la plaie ne se refermerait pas et que la victime mourrait d'hémorragie interne si elle n'était pas tuée instantanément. Les recrues pratiquaient ces mouvements des milliers de fois sur des mannequins de paille avant de recevoir leur première cible vivante. La transition était délibérée. Au moment où un soldat faisait face à un prisonnier ligoté, ses muscles avaient mémorisé le mouvement. Son esprit n'avait plus qu'à donner la permission, et tout l'appareil d'entraînement existait pour s'assurer que cette permission soit donnée. Parlons maintenant de ce qui rendait cela différent de l'entraînement à la baïonnette de toutes les autres armées du monde, car toutes les armées enseignaient le combat à la baïonnette. Les Américains, les Britanniques, et les Allemands, les Soviétiques, tous avaient des exercices, des manuels et des philosophies de baïonnette. Ce qui distinguait le système japonais était l'utilisation délibérée et institutionnalisée d'êtres humains comme support d'entraînement. Il n'existe aucun équivalent dans aucune autre armée majeure du XXe siècle. Les J-Tool américains s'entraînaient sur des mannequins en toile de jute remplis de paille. Les recrues allemandes poignardèrent des poteaux en bois. Les soldats soviétiques frappèrent des sacs de sable suspendus. Seuls les Japonais, seuls parmi les grandes puissances, amenaient des hommes vivants sur le terrain d'entraînement et ordonnaient à leurs recrues de les tuer comme une étape du cursus. Ce n'est pas de la propagande occidentale. C'est documenté dans les archives militaires japonaises, dans les tribunaux d'après-guerre, dans les confessions des soldats eux-mêmes qui se sont manifestés dans les années 1980 et 1990, souvent des hommes âgés mourant sous le poids de ce qu'ils avaient fait, enfin, prêts à parler. Un vétéran, qui n'a témoigné que de manière anonyme, a décrit en détail son premier meurtre à la baïonnette. Il avait 19 ans. Il était en Chine depuis moins d'un mois. Son unité était rassemblée dans un champ à l'extérieur d'un village, et 4 hommes chinois furent amenés et attachés à des piquets. Ces hommes étaient, selon ses mots, des gens ordinaires, des fermiers. Ils auraient pu être mes oncles. Son sergent lui a ordonné de mettre la baïonnette au canon. Il a fixé sa baïonnette. Le sergent a désigné l'un des prisonniers et lui a ordonné d'avancer. Il s'est avancé. Le prisonnier l'a regardé. Il a regardé le prisonnier. Il a enfoncé la baïonnette. Il a raté le cœur. Le prisonnier a hurlé. Il a frappé à nouveau. Le prisonnier continuait de hurler. À la 3e estocade, le prisonnier avait cessé de hurler, mais son corps bougeait encore. Le sergent s'est avancé, lui a pris le fusil et a achevé le meurtre d'un seul mouvement exercé. Puis, il lui a rendu le fusil et a ordonné à la recrue de faire mieux la prochaine fois. Il y aurait une prochaine fois. Il y aurait de nombreuses prochaines fois. Le vétéran a dit qu'il avait arrêté de compter après 30. La transformation psychologique que l'armée impériale mettait en œuvre portait un nom dans ses documents internes. Il l'appelait Seishin Kyoiku, éducation spirituelle. L'idée était que la recrue devait être refaçonnée, son moi civil
avec ses scrupules et ses attaches sentimentales à la moralité ordinaire, devait mourir. À sa place émergerait le soldat impérial, endurci, obéissant, capable de n'importe quel acte au service de l'empereur. Le meurtre à la baïonnette était le rite central de cette transformation. C'était le moment après lequel la recrue ne pouvait plus revenir en arrière. Elle avait franchi une ligne que la vie civile reconnaissait comme absolue. Et de l'autre côté de cette ligne, l'armée la possédait complètement. Tout ce qui est venu après, les pillages, les incendies de villages, les exécutions de masse, les choses qui se sont produites à Nankin et dans 1000 autres endroits, est devenu possible parce que l'acte fondateur avait déjà été accompli. Il avait tué un être humain désarmé, ligoté et sans défense sur ordre. Après cela, que ne pourrait-il pas faire ? L'entraînement était conçu pour désactiver les mécanismes psychologiques si spécifiques qui protègent les êtres humains du meurtre d'autres humains. La psychologie militaire moderne, commençant par les travaux de S. L. A. Marshall après la guerre et affinée par des chercheurs comme Dave Grossman, a identifié ce qu'on appelle la résistance naturelle au meurtre. La plupart des êtres humains, même les soldats au combat, ont de puissantes inhibitions contre le fait de tuer d'autres humains à courte distance. Ces inhibitions peuvent être surmontées, mais le faire cause des dommages psychologiques durables. Le programme d'entraînement à la baïonnette japonais était, peut-être par inadvertance, l'un des systèmes les plus efficaces jamais conçus pour démanteler systématiquement ces inhibitions. En forçant les recrues à tuer de près, à l'arme blanche, en regardant le visage de leurs victimes, pendant que leurs camarades regardaient, l'armée produisait des soldats qui avaient été dépouillés des protections morales et émotionnelles qui empêchent ordinairement l'atrocité. Le coup, comme nous le verrons, a été porté non seulement par les victimes, mais par les tueurs eux-mêmes pour le reste de leur vie. La baïonnette n'était pas la seule arme blanche dans cette campagne de cruauté institutionnalisée. Les officiers japonais portaient le shingunto, un sabre basé sur le katana traditionnel, et ces lames sont devenues des outils d'exécution infâmes. On attendait des officiers qu'ils démontrent leur esprit guerrier en décapitant personnellement des prisonniers. Certains officiers tenaient des décomptes. 2 lieutenants japonais, Toshiaki Mukai et Tsuyoshi Noda, sont devenus brièvement célèbres en 1937 pour ce que les journaux japonais appelaient le concours pour décapiter 100 hommes. Le Tokyo Nichi-Nichi Shimbun rendait compte du concours comme s'il s'agissait d'un événement sportif, publiant des mises à jour alors que les 2 officiers parcouraient les champs de massacre à l'extérieur de Nankin. Au moment où ils ont atteint Nankin, Mukai revendiquait 106 décapitations et Noda 105. Ils ont convenu de commencer un nouveau concours avec un objectif de 150. Après la guerre, les 2 hommes ont été jugés par le gouvernement chinois. Tous 2 ont été condamnés. Tous 2 ont été exécutés par peloton d'exécution en 1948. Ils sont allés à la mort en prétendant toujours que les rapports originaux des journaux avaient exagéré leurs actions. Mais les preuves photographiques et les témoignages de témoins ne laissaient aucun doute sur ce qu'ils avaient fait. Les escouades de baïonnettes ont opéré dans tous les territoires occupés par le Japon, aux Philippines, en Malaisie, en Birmanie, dans les Indes orientales néerlandaises, en Nouvelle-Guinée, en Chine. Partout où l'armée impériale allait, la baïonnette allait avec elle, et là où la baïonnette allait, les meurtres suivaient. Les prisonniers de guerre alliés sont devenus des victimes fréquentes. Des soldats américains, australiens, britanniques, indiens et philippins capturés par les forces japonaises ont été confrontés à la possibilité très réelle que leurs ravisseurs les utilisent pour l'entraînement à la baïonnette. La marche de la mort de Bataan en 1942, au cours de laquelle environ 75 000 prisonniers philippins et américains ont été forcés de marcher 96 km vers des camps de prisonniers, comprenait de nombreux meurtres à la baïonnette. Les gardes japonais poignardèrent les prisonniers qui restaient en arrière, qui tentèrent de boire dans les ruisseaux sans permission, ou qui montraient le moindre signe de faiblesse ou de défi. Les survivants ont estimé qu'entre 5 000 et 18 000 prisonniers sont morts pendant la marche. Le nombre exact ne sera jamais connu, car beaucoup de morts ont été laissés là où ils étaient tombés, leurs corps se décomposant dans la chaleur tropicale ou étant dévorés par les charognards avant de pouvoir être comptés. Parlons maintenant de quelque chose que les historiens tentent encore de documenter pleinement, les meurtres à la baïonnette survenus pendant le massacre de Nankin en décembre 1937 et janvier 1938. Lorsque les forces japonaises ont capturé la capitale chinoise, 6 semaines d'atrocités organisées ont suivi. Les estimations du nombre de morts varient de 40 000
selon les récits japonais les plus conservateurs, à plus de 300 000 selon les registres chinois. Parmi ces décès, les exécutions à la baïonnette ont occupé une place prépondérante. Des photographies de l'époque, prises par les soldats japonais eux-mêmes et retrouvées plus tard, montrent des piles de corps présentant des blessures par baïonnette. Elles montrent des exécutions en cours. Et elles montrent des soldats japonais posant avec leurs baïonnettes, à côté de prisonniers, sur le point d'être tués. Ces photographies n'étaient pas de la propagande. Les soldats les prenaient comme souvenir. Ils les envoyaient chez eux dans des lettres. Ils les collaient dans des albums. La nature désinvolte de cette documentation révèle à quel point les meurtres avaient été normalisés au sein de la culture militaire japonaise. Tuer un prisonnier chinois ligoté avec une baïonnette n'était, pour de nombreux soldats japonais, pas plus remarquable qu'un touriste occidental se photographiant devant un monument célèbre. Le fleuve Yangtze est devenu, pendant quelques semaines, un abattoir. Les troupes japonaises alignaient les prisonniers chinois le long de la rive, souvent par centaines à la fois. Certains étaient fusillés. Beaucoup étaient passés à la baïonnette. Les corps étaient repoussés dans l'eau où le courant les emportait en aval. Des missionnaires américains et des hommes d'affaires européens restés à Nankin ont documenté ce qu'ils ont vu. John Rabe, un membre du parti nazi allemand qui dirigeait la zone de sécurité internationale de Nankin, a écrit dans son journal sur les coups de baïonnette infligés aux civils, l'utilisation de femmes pour des atrocités sexuelles suivies d'exécutions à la baïonnette et le meurtre systématique de tout homme chinois en âge de porter les armes, qu'il ait été soldat ou non. Rabe, et l'ironie historique est ici profonde, a utilisé à plusieurs reprises ces lettres de créance du parti nazi pour tenter d'arrêter les massacres, au motif que l'Allemagne était l'allié du Japon et que ces atrocités nuisaient à l'Alliance. Et il n'a eu qu'un succès limité. Les tueries ont continué. À l'intérieur même des escouades de baïonnettes, une hiérarchie brutale s'opérait. Les soldats vétérans, qui avaient accompli leur propre premier meurtre des mois ou des années plus tôt, devenaient des exécuteurs et des instructeurs. Ils surveillaient les nouvelles recrues avec une attention prédatrice, à l'affût du moindre signe de faiblesse. La recrue qui vomissait après son premier meurtre était désignée pour un entraînement supplémentaire. La recrue qui montrait de la pitié était battue. La recrue qui essayait de tuer proprement et rapidement pour épargner sa victime recevait un sermon sur l'importance de la technique appropriée qui était délibérément conçue pour causer un maximum de souffrance, car la souffrance prouvait la supériorité spirituelle du tueur. C'est un détail qui n'apparaît pas dans la plupart des récits populaires, mais il est documenté dans le témoignage des vétérans japonais eux-mêmes. Les meurtres à la baïonnette ne devaient pas être rapides, ils devaient être théâtraux. Les cris de la victime étaient considérés comme la preuve que le tueur avait correctement fait son travail. Les instructeurs, les sergents et officiers qui dirigeaient les écoles de baïonnettes, occupaient une position psychologique particulière. Beaucoup d'entre eux étaient, dans la vie civile avant la guerre, des hommes ordinaires, des instituteurs, des commerçants, des employés de poste. Ils avaient été mobilisés, endoctrinés, envoyés en Chine, forcés de tuer, puis promus pour forcer les autres à tuer. Au moment où ils dirigeaient les programmes d'entraînement, certains d'entre eux avaient personnellement exécuté des dizaines ou des centaines de prisonniers. Ils étaient devenus des connaisseurs du meurtre, et ils apportaient une fierté d'artisans à l'enseignement de leur métier. Après la guerre, lorsque certains de ces hommes ont été poursuivis, leur témoignage a révélé un terrain psychologique que les procureurs et les historiens ont eu du mal à cartographier. Ils ne montraient pas de remords, exactement. Ils ne montraient pas de plaisir non plus. Ils montraient quelque chose de plus troublant, une sorte de satisfaction professionnelle, la même satisfaction qu'un maître charpentier pourrait ressentir en discutant de la technique appropriée pour un assemblage complexe. Le meurtre était devenu un artisanat. L'artisanat avait absorbé l'homme. Examinons maintenant ce qui est arrivé aux soldats qui sont rentrés chez eux, parce que la plupart d'entre eux sont rentrés. L'armée impériale japonaise qui s'est rendue en août 1945 comprenait des millions d'hommes ayant participé, sous une forme ou une autre, aux escouades de baïonnettes, aux exécutions, aux atrocités. Ils sont retournés dans un Japon vaincu et dévasté. Ils sont retournés auprès de femmes, de parents et d'enfants qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient fait outre-mer. Ils sont retournés dans une société qui, dans la période d'après-guerre, a pris la décision délibérée de ne pas poser de questions. Les autorités d'occupation américaines, concentrées sur la reconstruction du Japon en tant qu'alliés de la guerre froide, ont permis à la plupart des tueurs de disparaître à nouveau dans la vie civile.
le tribunal des crimes de guerre de Tokyo a poursuivi les hauts dirigeants. Certains officiers subalternes ont été jugés par des tribunaux alliés dans les territoires où les atrocités avaient eu lieu. Mais les soldats de rang, les hommes qui avaient réellement tenu les baïonnettes et les avaient enfoncés dans des corps ligotés, sont rentrés chez eux presque universellement impunis. S'ensuivit un silence d'une génération. Les vétérans japonais ne parlaient pas des meurtres à la baïonnette. Leurs femmes ne demandaient rien. Leurs enfants ont grandi sans savoir. Les hommes portaient ce qu'ils avaient fait en privé, et ils le portaient d'une manière qui laissait des marques visibles. Les psychiatres et historiens japonais qui ont étudié plus tard les vétérans des campagnes de Chine ont rapporté des taux élevés d'alcoolisme, de violences domestiques, de dépression et de suicide. Les vétérans faisaient des cauchemars. Ils buvaient pour faire cesser les cauchemars. Ils battaient leurs femmes et leurs enfants quand l'alcool ne suffisait plus. Ils mouraient plus jeunes que la population masculine civile. Le coût de l'entraînement à la baïonnette, payé d'abord par les victimes, a été payé une seconde fois par les tueurs eux-mêmes, répartis sur des décennies de vie et de familles brisées. Dans les années 1980 et 1990, quelque chose a commencé à changer. Certains vétérans japonais, alors âgés de 70 ou 80 ans, ont commencé à parler. Le plus éminent d'entre eux était Shiro Azuma, un ancien soldat qui a publié son journal de la campagne de Nankin et a accordé des entretiens détaillés sur ce dont il avait été témoin et ce qu'il avait fait. Azuma a décrit les meurtres à la baïonnette, les décapitations, le viol et le meurtre de femmes chinoises, la cruauté ordinaire de son unité. Pour avoir rompu son silence, Azuma a été poursuivi par d'autres vétérans japonais qui prétendaient que ses récits les diffamaient. Des nationalistes d'extrême droite l'ont harcelé. Il est mort en 2016, n'ayant jamais reçu le type de reconnaissance publique qu'il espérait. Mais d'autres vétérans ont suivi son exemple. Un petit groupe, organisé au sein d'une association appelée Chukiren, a commencé à témoigner publiquement de ce qu'ils avaient fait en Chine. Leurs témoignages, enregistrés en vidéo et archivés, constituent aujourd'hui l'une des sources historiques les plus importantes pour comprendre ce que les escouades de baïonnettes ont réellement fait. Un vétéran de la Chukiren, dans sa confession, a décrit le moment où il a compris ce qu'on lui avait fait. Il rendait visite à son petit-fils à l'école. Le petit-fils, âgé d'environ 6 ans, apprenait à utiliser des ciseaux. Le garçon avait du mal à couper un morceau de papier, ses petites mains travaillant maladroitement. Le grand-père regardait, et soudain il était de retour en Chine, des décennies plus tôt, ses propres mains manipulant une baïonnette qui ne voulait pas se dégager de la cage thoracique d'un prisonnier. Le contraste était insupportable. Il réalisa que les petites mains maladroites de son petit-fils étaient les mains qu'il avait lui-même eues autrefois, les mains de quelqu'un à qui on n'avait pas encore appris à tuer. Et il réalisa que l'armée avait pris ses mains et les avait remodelées en quelque chose d'autre. Il rentra chez lui après la visite scolaire, s'assit et pleura pendant des heures. Puis il écrivit sa confession. L'armée impériale japonaise n'était pas la seule à commettre des atrocités. Chaque armée de la Seconde Guerre mondiale a commis des atrocités. Les troupes américaines ont tué des soldats japonais qui se rendaient et ont collecté des parties de corps comme souvenirs. Les forces britanniques et du Commonwealth ont commis des massacres en Malaisie. Les troupes soviétiques ont perpétré des viols de masse à travers l'Europe de l'Est et la Mandchourie. Les forces allemandes, bien sûr, ont mené la Shoah. Mais le programme d'entraînement à la baïonnette japonais occupe sa propre place particulière dans ce sombre catalogue en raison de son caractère institutionnel. Les meurtres n'étaient pas commis malgré la discipline de l'armée. Ils étaient commis à cause de la discipline de l'armée. Ils n'étaient pas l'échec de l'entraînement. Ils étaient le succès de l'entraînement. Ils n'étaient pas les actions non autorisées d'unités isolées. Ils étaient le programme standard exécuté par l'ensemble de la force, devant des officiers qui consignaient les débats dans des journaux d'unités qui subsistent encore aujourd'hui. Cette qualité systématique est ce qui distingue le cas japonais. Ce n'était pas un effondrement, c'était un dessein. Les conséquences de ces massacres ont façonné la relation du Japon avec sa propre histoire, d'une manière qui continue de causer des tensions internationales aujourd'hui. Les visites de premiers ministres japonais au sanctuaire Yasukuni, où les esprits de criminels de guerre sont honorés aux côtés des morts de guerre ordinaires, provoquent régulièrement des crises diplomatiques avec la Chine et la Corée du Sud. Les manuels scolaires japonais ont été critiqués à maintes reprises pour avoir épuré ou omis les récits des meurtres à la baïonnette, du système des femmes de réconfort et d'autres atrocités. Un mouvement nationaliste déterminé au Japon
continuent de nier que les meurtres ont eu lieu à l'échelle démontrée par les preuves historiques. Les femmes de réconfort sont présentées comme des prostituées volontaires. Nankin est décrit comme une guerre urbaine ordinaire. Le programme d'entraînement à la baïonnette, lorsqu'il est mentionné, est présenté comme les actions de quelques individus isolés, plutôt que comme une politique institutionnelle. Contre ce déni se dressent les archives documentaires, les photographies, les journaux intimes, les ordres, les confessions, les témoignages des survivants des deux côtés, et le travail lent et douloureux des historiens qui continuent d'insister pour que ce qui s'est passé soit mémorisé tel quel. Les victimes, bien sûr, méritent le mot de la fin. Les estimations du nombre de personnes mortes lors des exécutions à la baïonnette japonaise pendant la guerre Asie-Pacifique varient énormément, car les tueries étaient si répandues et menées de manière si désinvolte que personne n'en tenait le compte. Le nombre total de morts dus aux atrocités japonaises pendant les années de guerre est estimé par les historiens classiques entre 6 millions et 10 millions de personnes, la grande majorité d'entre elles étant des civils chinois, avec des nombres importants également en Corée, aux Philippines, en Indochine, dans les Indes orientales néerlandaises et d'autres territoires occupés. Parmi ceux-ci, la proportion de personnes tuées spécifiquement à la baïonnette est impossible à déterminer avec précision, mais les témoignages de vétérans et les récits de survivants suggèrent que ce nombre s'élève au minimum à des centaines de milliers. Chacun de ces décès représente un être humain qui a été attaché à un poteau ou s'est agenouillé dans la poussière ou s'est tenu dans une file, regardant un soldat japonais avec une longue lame fixée à un long fusil et a vu ce soldat s'avancer. Chacun d'entre eux est mort parce qu'une vaste machine institutionnelle avait été construite pour exiger leur mort, non pas pour un objectif militaire, mais comme une étape du conditionnement de quelqu'un d'autre. Il existe une photographie qui subsiste de cette époque. Elle montre un jeune soldat japonais, pas plus de 20 ans, debout au-dessus d'un prisonnier chinois. Le prisonnier est à genoux. La baïonnette du soldat est fixée. Le soldat regarde l'appareil photo. Il sourit. Nous ne connaissons pas le nom du soldat. Nous ne savons pas s'il a survécu à la guerre. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu s'il a survécu, ni comment il a porté ce qu'il avait fait. Nous ne connaissons pas non plus le nom du prisonnier, ni qui l'attendait chez lui, ni si quelqu'un l'attendait. Nous savons seulement que la photographie existe, qu'elle a été prise comme souvenir, que quelqu'un a pensé qu'elle valait la peine d'être conservée. La photographie fait désormais partie des archives historiques. Elle nous survivra tous. Le sourire sur le visage du soldat est, peut-être, l'élément le plus troublant de toute l'image, car il nous force à affronter le fait que l'homme tenant la baïonnette n'était pas un monstre de conte de fées. C'était un jeune homme à qui on avait enseigné, très minutieusement et très efficacement, que ce qu'il faisait était correct. C'est là la réussite des escouades de baïonnettes japonaises, c'est ce qu'elles ont fabriqué. L'horreur n'était pas la baïonnette. L'horreur était le système qui a placé la baïonnette entre ses mains, qui l'a fait avancer, qui lui a appris à sourire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez « souvenir » dans les commentaires. Dites-nous, dans les commentaires ci-dessous, si vous croyez qu'une société peut un jour prendre pleinement conscience de ce que ses soldats ont reçu l'ordre de faire, ou si certains chapitres de l'histoire ne peuvent qu'être enregistrés, jamais résolus. Maintenant, et allez regarder cette prochaine vidéo où nous explorons un autre chapitre sombre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que les manuels scolaires ont laissé de côté.